tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de ce JT? Les voici dans votre sommaire. Vous entendrez dans un instant le bilan 2015 de Monaco for Finance qui vient d'être dévoilé. L'hôtel Métropole a un nouveau directeur, son portrait dans un instant. Vous découvrirez également ce qui s'est dit lors de la conférence de presse à la Turbie avant le match de ce week-end sur la pelouse du Stade Louis II. Monaco affrontera le 3. Musique avec le groupe Animali et puis l'invité du week-end, vous la connaissez certainement, il s'agit de Sophie Vincent. Elle nous parlera notamment du 5e forum de la formation en alternance qui se tient ici au centre de congrès Auditorium Régnier 3. Nous vous avions présenté ce site internet il y a quelque temps déjà sur Monaco Info. Monaco for Finance est un outil de promotion de la place financière monégasque. Je vous propose d'écouter Hervé Ordioni. Il vous livre le premier bilan de ce système. Le bilan est très positif. Alors, il est sans doute lié à l'attraction de la place de Monaco. Le site en bénéficie pleinement, puisque nous avons un nombre de sessions qui a connu une croissance de plus de 40% en 2015. Nous avons, depuis la création du site, plus de 110 000 pages qui ont été lues. Nous avons des lecteurs qui sont extrêmement réguliers et récurrents. Je dois saluer le comité de rédaction et de sélection. Et c'est cette abondance de nouvelles à un rythme de plus d'un article ou de plus d'une nouvelle par semaine qui fait l'attractivité de ce site. Donc oui, nous sommes très satisfaits de la fréquentation du site aujourd'hui. On se branche sur l'intégralité de la place de Monaco, que ce soit sur son environnement légal, son environnement, je veux dire, administratif, comment vivre en principauté de Monaco, comment accéder à tel ou tel service. Donc c'était vraiment un portail d'entrée. Alors, encore une fois, c'est le portail de la finance qui est mis en avant, mais derrière, eh bien, on va sur les produits, les services, l'environnement légal, comment vivre en principauté de Monaco, où sont les écoles, tous les services pratiques qu'un nouveau résident pourrait être amené à demander. Parmi les missions qui incombent à cette commission, il y a bien sûr le fait de promouvoir la place de Monaco, la place financière de Monaco, en dehors de la principauté. Alors dans ce cadre-là, nous avons accompagné le ministre d'État l'année dernière à Moscou au cours d'un voyage officiel qui a permis devant 3 organismes russes de présenter la place de Monaco. Nous avons surtout mis en place un panel qui s'appelle Monaco for Finance. Ce panel a permis de présenter la place de Monaco lors d'une grande conférence qui s'est tenue à Londres au Royal Automobile Club et qui a été lancée et inaugurée par le conseiller de gouvernement Jean Castellini. Tout ça ayant été organisé avec la direction du tourisme des congrès, avec l'IUM, avec bien évidemment le Monaco Economic Board, et nous avons pu faire donc un panel axé sur la finance et un panel axé sur l'installation d'activités en principauté de Monaco, qu'on appelle le panel Monaco for Business. Donc on reste effectivement en connexion avec les autres acteurs de la place pour promouvoir la principauté de Monaco à l'étranger. Nous vous proposons à présent un portrait du tout nouveau directeur général de l'hôtel Métropole Monte-Carlo. Alexandra Pani a suivi le nouveau quotidien de ce directeur en plein cœur du Carré d'Or. Il est arrivé en décembre dernier aux commandes de l'un des plus prestigieux palaces de la Principauté. Après plus de 30 ans de carrière dans l'hôtellerie, Serge Ethuin est nommé à la tête du Métropole Monte-Carlo. Un nouveau challenge à relever. Ça a démarré un petit peu par hasard, parce que finalement je me destinais plutôt sur des métiers scientifiques, en tout cas des options scientifiques à l'époque, jusqu'au jour où mon lycée a organisé une journée porte ouverte. Et un responsable d'une chaîne hôtelière, Conterra aujourd'hui, est venu faire une présentation et j'ai été séduit par ce métier, vraiment séduit par les voyages, par les rencontres, par les différences culturelles aussi qu'on y rencontre. Et donc j'ai décidé de démarrer dans l'industrie hôtelière et sur les 10 dernières années, ça a été réellement l'expérience du luxe dans l'hôtellerie.
et pour lequel j'ai été particulièrement séduit. Et finalement, l'appel de la Principauté, avec effectivement une connaissance que j'avais de l'hôtel Métropole en tant que client, et pour lequel j'ai toujours ressenti une émotion très particulière. Et c'est tout à fait naturellement que lorsque cette opportunité m'a été présentée, que je n'ai pas mis beaucoup de temps effectivement à prendre ma décision. Un établissement de style Belle Époque qui offre plus de 120 chambres et suites haut de gamme, imaginé par le designer Jacques Garcia, un spa de 2000 m² et pas moins de 4 restaurants, chapeautés par le chef étoilé Joël Robuchon. On sent réellement cette exclusivité, ce côté luxe, mais cet esprit maison qui est réellement quelque chose de très important. Il y a une âme. Il y a des vibes, comme diraient nos amis anglais. Et je crois que le Métropole a su effectivement se différencier par une atmosphère absolument extraordinaire au quotidien, avec une vraie volonté de ses équipes aussi, de faire passer un très bon moment à la clientèle. Alors, vous allez me dire, dans l'hôtellerie, d'une manière générale, c'est quand même l'objectif. Mais ici, il y a réellement la volonté de faire vivre une expérience, j'allais presque dire une expérience émotionnelle à la clientèle. Et sur les 2 premiers mois, puisque ça fait 2 mois que je suis à la tête de l'hôtel, j'écoute beaucoup ce que me disent les clients. Et effectivement, cette expérience, ce trait de caractère spécifique du Métropole revient très très souvent. Un hôtel qui a su se démarquer au cœur d'une offre hôtelière monégasque de qualité. C'est intéressant de se retrouver sur cette terrasse parce que je pense qu'elle vend toute seule la destination qu'est Monaco et le Métropole Monte-Carlo à l'intérieur de cette destination, avec la mer, le casino, on est entouré par la Principauté. Il fait un soleil magnifique, comme plus de 300 jours par an dans la destination. Avec une expérience acquise à l'international, Serge Etouin saura développer les marchés étrangers au sein de l'établissement et notamment la clientèle italienne, fort d'une expérience de près de 14 ans dans ce pays. Un nouveau défi à relever donc et de nombreux projets à venir. Dans le reste de l'actualité, cette fin de semaine marquée bien sûr aussi par les obsèques de Patrick Hourdequin. Vous le voyez, à l'église Saint-Charles se sont réunis vendredi matin les membres de sa famille, les personnes qui l'ont bien connu, à l'image du président du Conseil de la Couronne, Michel-Yves Mouroux, du directeur des affaires culturelles, Jean-Charles Curot. Des personnes qui ont également travaillé avec lui, comme les membres de la famille Boglione ou encore Dari Larry. Lors de notre précédente édition, vous aviez pu entendre l'émouvant hommage que lui a rendu le docteur Alain Frère. Patrick Hourdequin était un passionné, amoureux du cirque, de la magie et du théâtre. Retour à une actualité plus légère à présent en football. Monaco s'apprête à affronter samedi soir sur la pelouse du Stade Louis II l'équipe de Troyes. Dominique Poulain a assisté à la traditionnelle conférence de presse avant la rencontre du côté de la Turbie. Il y a des signes qui ne trompent pas, des sourires, des rires, des taquineries, de la bonne humeur. Au centre d'entraînement de l'AS Monaco de la Turbie, à 2 jours de la réception de Troyes. Les Monégasques sont assurés de conserver leur fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain, quels que soient les résultats de la 27e journée. Il y a toujours une bonne ambiance. Donc on est dans la continuité, on est 2e. Ça se passe plutôt bien, malgré la défaite contre Sochaux. On est passé à autre chose. Donc on fait un bon résultat à Saint-Etienne, donc ça se passe plutôt bien. Donc de toute façon, pour que ça se passe bien sur le terrain, il faut que ça se passe bien en dehors. Ce Monaco 3 est un peu le match des extrêmes. Les Monégasques sont 2e, une 2e place directement qualificative pour la Ligue des Champions, sans passer par les barrages, jugée trop aléatoire et trop risquée. Les Troyens, eux, sont 20e et dernier de la Ligue 1 avec la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense du championnat. 53 buts encaissés pour seulement 19 buts inscrits en 26 journées. Autre constat, les Troyens n'ont remporté que 2 matchs depuis le début de la saison, mais 2 victoires à l'extérieur à Lille et à Ajaccio. D'où la prudence de Leonardo Jardim. L'entraîneur a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance en leur rappelant qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Parfois, c'est plus difficile. Pour ça, notre joueur a besoin de se concentrer bien. Parce que je n'ai pas oublié les matchs nuls à 3. Pour ça, nous avons besoin de faire toutes les intentions contre toutes les équipes. Jamais une équipe gagne avant les matchs. Les matchs, l'équipe seulement gagne les matchs pour le terrain, n'est pas avant.
Les personnes qui pensent que c'est possible de gagner à 20, ça n'est pas vrai. Après des performances plus que moyennes au stade Louis II, les Monégasques semblent en avoir fini avec des prestations indignes pour un candidat à l'Europe. Monaco a remporté ses 3 derniers matchs à domicile contre Toulouse, Bastia et Nice. C'est la meilleure série depuis septembre-octobre 2013. On en a pris conscience. Après, depuis le début de saison, on avait toujours en tête que les matchs à domicile étaient importants. Maintenant, ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le terrain, c'est 2 choses différentes. Donc, les résultats n'ont pas suivi une période. En ce moment, à domicile, on est pas mal. Donc, j'espère qu'on continuera à l'être. Après, dans le football, il n'y a aucune certitude. Je pense que ce match, il est à notre portée. Après, comme je dis, on n'a aucune certitude dans un match. Et si la victoire face à 3 n'est pas indispensable, les Monégasques ont le devoir de gagner pour creuser l'écart sur leurs poursuivants. Pour cette rencontre, Leonardo Jardim peut compter sur 2 retours de blessure, celui de Lassina Traoré et surtout celui de Jérémy Toulalan, qui n'a plus joué depuis la 22e journée. Toul, c'est le leader, c'est le capitaine de l'équipe, donc forcément son retour va nous faire un peu plus de bien. Et je pense que jusqu'à la fin de la saison, il sera important pour nous. Je dirais plus que c'est un leader technique. Je ne dirais pas qu'il aboie sur tout le monde, il va parler parce que c'est son rôle malgré tout, mais c'est plus un leader technique. Enfin, je pense que quand il est sur le terrain, les autres joueurs sont un peu plus rassurés, un peu plus sûrs d'eux. En revanche, Leonardo Jardim devra se priver de Nabil Dirar, Fabinho et de Joao Moutinho, tous 3 suspendus. À ces 3 absences, il faut ajouter celles d'Adama Traoré, Ivan Cavaleiro, Fabio Quantrao et Bernardo Silva pour cause de blessure. Restons dans le domaine du sport en prenant la direction de la Norvège où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Vous avez pu suivre grâce à Émilie Rousseau sur notre antenne les différents résultats de Paul Croesi. Sachez que le skieur monégasque participait ce vendredi à sa dernière épreuve, celle du slalom. Après avoir terminé 30e de la première manche sur 62 participants, Paul a fini 25e de la seconde manche à 8 secondes 47 du premier, l'Autrichien Manuel Tranninger. Au Grimaldi Forum, les Thursday Live Sessions ont une nouvelle fois eu lieu cette semaine avec cette fois-ci sur scène à l'Indigo le groupe Animali suivi de très près par Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Ils sont 5 sur scène, 2 guitares, une basse, une batterie et un clavier. Ils nous viennent tout droit de Lyon. Animali est un groupe français qui chante en anglais. Un groupe, oui, mais avant cela, une bande de potes. Le plus important dans ce groupe, c'est vraiment l'amitié. On est vraiment très amis tous. Et avant l'amour de la musique, ça fait partie aussi de notre amitié, mais avant la zik, c'est surtout ça qui nous lie. Et si on n'est pas en train de jouer quelque part à Monaco ou ailleurs, on est en train de boire des canons à Lyon et de faire la fête tous ensemble. Donc du coup, je pense que l'âme du groupe, c'est ça, quoi, vraiment. C'est beau ou pas? C'est super, c'est pas mieux. Si vous leur demandez quel est leur style musical ou dans quelle catégorie les cataloguer, ils répondent la bonne musique, c'est une catégorie. Une catégorie très très large du rock, quoi, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui pop rock, je sais pas, quelque chose comme ça. On a essayé au début pour rentrer un peu dans le milieu, de profiter un peu d'un créneau qu'on a parfois appelé rock psyché. Je suis pas sûr que ça corresponde encore tout à fait à ce qu'on fait maintenant. Donc je sais pas, on parle souvent de rock, mais effectivement, je crois que c'est plutôt, on joue la musique qu'on aime bien écouter. Tout le monde doit dire ça aussi, ça doit être assez banal, mais c'est un peu ça. Ce qui m'a d'abord séduit, c'est leur autodérision et leur humour qu'on peut retrouver à travers notamment le clip qu'ils ont réalisé pour leur titre principal qui est Who. Et puis surtout, j'ai aimé ce son
je sais qu'ils n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais ce sont un petit peu vintage, analogique entre guillemets, mais qui reste somme toute un rock qui réunit un petit peu tout ce que personnellement j'aimais beaucoup. Il y a du Pink Floyd, pardon, il y a du Led Zeppelin, mais il y a également du Flaming Lips ou d'autres influences beaucoup plus ancrées, beaucoup plus marquées, je dirais. Et tout ça pour un résultat génial, comme vous avez pu le voir sur scène. Et donc il y a vraiment un univers, des couleurs, et que l'on retrouve aussi bien à l'oreille que d'un point de vue graphique en général. Animali vient de sortir son deuxième EP au titre à rallonge que l'on va résumer par The Spark. Le groupe est actuellement en tournée. En ce qui concerne les Tuesday Live Sessions au Grimaldi Forum, la prochaine date, le 17 mars, avec des papis du blues étonnants, Grand Canon. Voilà donc pour cet événement qui se déroulait au Grimaldi Forum. Place à présent à celui qui va se dérouler ici même au Centre de Congrès Auditorium René III le mercredi 24 février. Nous allons dans quelques secondes nous entretenir avec Sophie Vincent à ce sujet. Voilà, comme promis, il y a quelques secondes, nous sommes avec Sophie Vincent, directeur adjoint du travail. Bonjour et merci de nous accorder quelques instants, j'imagine, dans un emploi du temps assez chargé. Oui, un emploi du temps qui se bouscule un petit peu puisque notre événement a lieu mercredi prochain, effectivement. Alors, si nous avons choisi d'être ici au cœur du centre de congrès Auditorium René III, ce n'est pas le fruit du hasard. L'événement, ou plutôt le triple événement qui se prépare, va se dérouler ici. On va peut-être parler de chacun de ces trois événements au fur et à mesure de cet entretien. En premier lieu, le forum de l'alternance. Je crois qu'il se déroule pour la 5e fois cette année. Tout à fait, donc c'est le 5e anniversaire de ce forum, donc, qui aura lieu le mercredi prochain de 10h à 17h ici même, et qui a pour but de réunir en un même lieu les écoles de la région qui sont nos partenaires en termes de contrats d'apprentissage, de formation en alternance. Donc on aura cette année 26 écoles de la région, de l'Université de Nice en passant par des écoles de commerce, des centres de formation d'apprentis, etc. Et donc on réunit également les entreprises monégasques qui ont à cœur d'intégrer l'année prochaine des jeunes apprentis. Donc là, on aura 32 enseignes et on espère couvrir tous les secteurs d'activité représentés en principauté. Alors l'objectif de ce forum de la formation en alternance, c'est vraiment justement de fédérer des énergies à la fois côté scolaire, professionnel et parmi les jeunes. Voilà, donc le premier objectif, c'est d'informer les jeunes sur le dispositif du contrat d'apprentissage, qui est aujourd'hui le premier outil d'insertion des jeunes diplômés, puisque on constate qu'après un contrat d'apprentissage, 80% des jeunes trouvent directement un emploi, donc ce qui est un résultat plus que satisfaisant. Donc information tout d'abord, et puis effectivement leur permettre d'échanger directement auprès des professionnels de la formation et de l'entreprise pour obtenir des réponses concrètes à leurs interrogations sur les métiers, sur les carrières, sur les secteurs d'activité et sur les formations pour accéder aux métiers qu'ils ont choisis. Alors, Sophie Vincent, l'autre temps fort de cette journée, ce sont aussi les 10e rencontres des métiers de la banque et de la finance. 10 ans déjà, j'allais dire aussi, voilà. C'est un bel anniversaire, j'imagine. Oui. Est-ce que ça vous permet justement de dresser un bilan de cette première décennie? Tout à fait, donc c'est un bel anniversaire, effectivement, 10 années déjà. L'anniversaire d'un partenariat aussi, puisqu'on a monté ces rencontres des métiers de la banque et de la finance en 2007 avec l'Association monégasque des activités financières et son président Étienne Franzy, qui nous accompagne toujours aujourd'hui. Et effectivement, donc le constat, alors vous savez, dans les rencontres des métiers de la banque, il y a ce rôle d'information des jeunes et puis il y a aussi la promotion du diplôme Bac+3 que l'on a monté il y a 10 ans en partenariat avec la place bancaire et qui est un diplôme qui a rajouté une option spécifique à Monaco pour que les jeunes soient de suite opérationnels sur le marché monégasque. Et aujourd'hui, donc notre bilan, il est surtout là. D'abord, premier bilan, les entreprises nous accompagnent toujours. Cette année, on a 18 banques qui seront présentes tout au long de la journée. C'est un record pour cet événement.
Et puis d'abord, on a formé en 10 ans 99 jeunes qui ont été diplômés et qui travaillent surtout. Enfin, le but d'un service de l'emploi, c'est que les jeunes travaillent. Et aujourd'hui, ces jeunes, à 75%, travaillent toujours sur la place bancaire dans des métiers qui sont de plus en plus élevés. Ils ont eu un beau déroulement de carrière et voilà, on souhaitait vraiment marquer ce temps fort également. Donc, du positif côté jeune et du positif aussi côté professionnel. Alors Sophie, au terme de cette journée qui n'a pas encore commencé, puisqu'on le rappelle, elle aura lieu mercredi, un bel événement va également se dérouler. Je sais qu'il se déroulera en présence notamment du ministre d'État et du Conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Ce sont des trophées. Est-ce que vous pouvez également un petit peu nous les présenter et nous dire qui ils vont? Alors non, peut-être pas qui, mais en tout cas, globalement, dans quelles circonstances ils sont remis. Alors qui, c'est la surprise. Voilà, et on ne va pas la dévoiler encore. Voilà. Pourquoi les trophées? Donc, en fait, il y a 3 ans qu'on a lancé ce prix, cette récompense, parce qu'il nous est apparu évident de récompenser à la fois les jeunes les plus méritants dans le cadre de ce système de contrat d'apprentissage. Donc on sélectionne nos récipiendaires sur la base de leur réussite tant à l'examen final, donc au diplôme qu'ils préparent, qu'en entreprise, leur implication, leur motivation et leur insertion professionnelle. Et puis en parallèle, on s'est dit, mais si les jeunes en sont là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'entreprise qui les a accueillis. Donc on récompense aussi leur entreprise d'accueil et leur maître d'apprentissage, puisque l'apprentissage, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un jeune, mais c'est aussi un maître, un formateur. Et il nous est apparu nécessaire de récompenser les 2 parties. Donc on va primer cette année, donc, pour la 3e fois, 3 apprentis. 2 qui auront le titre de meilleur apprenti de l'année et un 3e qui sera le coup de cœur du jury sur la base donc, de leur réussite, de leur parcours et de leur implication. Et en même temps, donc, leurs maîtres d'apprentissage seront récompensés également. Sophie Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. D'ores et déjà, je vous le dis, Monaco Info sera présent. On va suivre cet événement pour le relayer à travers un reportage, bien sûr. On va se quitter avec les prévisions météo, mais j'allais dire, peu importe, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, ça n'aura pas d'incidence sur ces 3 événements, on le rappelle, donc qui auront lieu ici, au centre de congrès Auditorium Régnier 3. Merci encore. Merci à vous. Merci. Samedi, maintien du temps sec et bien ensoleillé, vent faible, température comprise entre 7 et 14 degrés. Dimanche, un beau temps, calme et des nuages insignifiants. Lundi 22, un soleil gêné par quelques nuages, des températures de saison entre 11 et 14 degrés. Et puis mardi, un faible risque de pluie dans la nuit et la matinée. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et vous le savez, l'actualité monégasque, c'est aussi sur monacochannel.mc.